Comment avoir votre propre serveur N8N gratuit? L'avantage étant que N8N fonctionne gratuitement en local. Allons sur n8n.com, d'accord? Et entrons dans la première fenêtre qui apparaît. De là, nous irons dans Docs, Documents, et comme vous le voyez, il apparaît déjà Docs, Self-Host, N8N. En gros, on va à Hosting N8N, on utilisera NPM, qui est un moyen rapide de commencer. Sur une machine locale, il faut Node.js. Obtenons-le, puis ouvrons le terminal, cherchez Command Prompt, ou faites Windows plus R, et tapez CMD comme vous préférez. Ensuite, taper npx, si on ne veut pas Node.js. On peut le tester avec npx. Si on veut, je vais l'essayer. Il va nous demander si on veut les paquets suivants. Je dirais oui, mais en attendant, voici ce qu'il se passe. Ce qu'on devrait faire, c'est copier npm install et le coller. Ici, on nous dit qu'on peut utiliser ceci pour une version spécifique. Et pour la version suivante, on peut utiliser ça aussi. Vous voyez, ça commence à télécharger les deux. Là, on nous dit d'appuyer sur O pour ouvrir le paquet. On appuie sur O et voilà. Une fenêtre s'ouvre où on se connecterait. Comme vous voyez, on est sur localhost. Ici, on mettrait nos infos. Ensuite, on devrait mettre, il dit Run NPM Funds pour les détails, mais ça démarre avec N8N. On met N8N ici et ça devrait théoriquement démarrer. Là, il dit que c'est déjà utilisé et que je l'utilise. Donc voilà, les deux méthodes ont marché. C'est aussi simple que ça en mode haute. Comment créer votre premier agent IA avec N8N? On va créer un nouveau workflow. N8N a besoin d'un déclencheur pour démarrer ou s'exécuter. Ajoutons la première étape. Notre déclencheur sera un message de chat. Vu qu'on crée un agent IA, on revient en arrière. On clique sur Retour au canvas. Maintenant, le chat devrait apparaître où on parlera d'IA. Si vous voyez l'icône éclair en mode déclencheur, cliquez sur Ajouter, puis Advanced AI et AI Agent. On peut choisir le type d'agent ici, mais pour simplifier, on le configurera de l'extérieur. On peut ajouter un modèle de langage ou plutôt un modèle tout court. Dans ce cas, on va ajouter OpenAI. Il est important d'entrer vos identifiants OpenAI. Allez sur platform.openai.com, section API. Je ne montre pas la clé API, mais c'est là que vous la générez. Je répète, platform.openai.com. Vous devez avoir un solde pour l'utiliser. Si vous ne pouvez pas utiliser ChatGPT, il y a d'autres IA, mais DeepSeek était le plus économique il y a quelques semaines. Allons dans Modèle et sélectionnons GPT-4 Mini. C'est notre premier agent, on peut le modifier quand on veut. Il a été ajouté correctement. La mémoire permet de stocker les questions et réponses précédentes. Activons le Windows Buffer pour garder les 5 derniers messages. Enfin, ajoutons un outil. L'outil le plus simple est la calculatrice, qui facilite le calcul arithmétique pour les agents d'IA. Comme vous voyez, il y a plein d'autres outils. Ne vous inquiétez pas. On va connecter la calculatrice et on peut encore revenir en arrière. Vous voyez, on peut connecter plus d'outils si on veut. Bon, maintenant, pour utiliser cet agent d'intelligence artificielle, notre premier agent qui, évidemment, pour l'instant, ne fait pas grand-chose à part répondre à nos questions, c'est pour vous montrer comment fonctionne la création d'agents IA avec N8N. On va aller dans le chat, l'ouvrir et lui demander 1 plus 1. Il va nous montrer tous les processus, comme vous pouvez le voir. En gros, c'est d'abord stocké en mémoire. C'est là qu'on entre 1 plus 1 au niveau du code. On peut tout modifier. Ensuite, ça passe au modèle OpenAI. L'entrée est « Système, tu es un assistant qui m'aide ». Je répète, tout ça peut être modifié. Fais-moi 1 plus 1. Ça passe par la calculatrice qui dit que le résultat est 2 et le chat GPT assemble le tout. Le résultat de 1 plus 1 est 2. Là, j'ai demandé un nombre, mais ça n'a rien à voir avec la calculatrice. Si je demande la couleur d'un citron, il dira jaune. Voilà, comme ça, vous pouvez créer votre premier agent. Comment avoir une IA avec mémoire et stockage à long terme? Voici un projet créé par Joseph Lepage, nommé Asho. C'est l'AI Asian Chatbot. On peut le trouver dans les modèles, l'ouvrir et le chercher là. Ce que fait ce projet, bien que je n'ai pas les API, c'est qu'on lui envoie un message à traiter par l'IA, un message qu'on veut faire passer par l'intelligence artificielle, une IA qui, grâce à sa mémoire, a déjà une base de données basée sur les réponses reçues ou le stockage qu'on y a mis. Comme vous voyez, il y a 2 points de stockage. On envoie le message rejoint les notes longues, à long terme,
qui sont stockées, dans ce cas dans un Google Doc. Vous pouvez changer ça comme vous voulez, tant que c'est un fichier texte. Mais bon, Google Doc marche bien et il garde aussi les notes. Quelle est la différence entre les deux? En gros, la mémoire à long terme serait des infos que l'agent IA doit connaître en permanence. Genre, l'utilisateur bosse avec Zelda, pas HTML ou XLSX. Il préfère qu'on soit bref et indirect, sans explication, il aime ceci, cela et des trucs plus permanents. Les notes, c'est aussi des infos importantes sur l'utilisateur mais plus temporaires, comme samedi à 20h, j'ai une réunion. Une fois que c'est passé, garder cette info ne sert plus à rien et donc on n'a pas besoin de le stocker en permanence. Ensuite, ces deux entrées sont fusionnées, ce qui essentiellement les assemble directement en mode ajout, c'est-à-dire qu'elles sont mises bout à bout. Puis on passe par cet agrégat qui envoie toutes les données dans une liste, fait une sortie au format de données et l'envoie finalement à un modèle. Ici, le modèle actuellement connecté est le GPT-4 ou Mini. Comme vous voyez, si on ne le voulait pas, on pourrait le remplacer par le DeepSeek V3, moins cher selon nos préférences. Ça marche pour GPT, DeepSeek et tout autre modèle. Ensuite, on a l'option, comme vous voyez ici, c'est marqué optionnel, qui est la possibilité de sauvegarder le chat qu'on vient d'avoir en mémoire, ce qui serait une mémoire distincte de celle qu'on a créée, mais plutôt une mémoire interne de N8N qui nous est prêtée, stockant les 50 derniers messages. Il y a un petit code qui, quand un message est reçu, l'enregistre. Enfin, l'outil intéressant sauvegarde les souvenirs à long terme et les notes. En entrant ici, on voit comment on veut le mettre en format texte, l'insérer et l'ajouter à la fin de la mémoire à noter. Et je suppose que pour les autres notes, ce sera similaire. Comme vous voyez, c'est en Set Manually avec Simplify activé pour simplifier la réponse lors de l'enregistrement. Et voilà, il nous donnera la réponse. Pour interagir avec ce LLM, cliquez ici dans le chat, cliquez ici, écrivez, et si vous avez toutes les API configurées, ça fonctionnera sans aucun problème. Bien, comment importer un modèle N8N dans localhost? Comme vous voyez, je suis actuellement sur localhost. Pour avoir localhost, ouvrez CMD, tapez npm blabla n8ng, puis N8N, ok? Il va me dire que j'en ai déjà un ouvert probablement. Et qu'ai-je mis? Le O. Voilà, j'ai mis le O, d'accord? Et ça m'ouvre cette section. C'est mon localhost. Comment je le sais? Parce que c'est écrit ici localhost, ok? Alors, comment importer un modèle maintenant? On va simplement dans modèle, d'accord? On cherche, disons, Google Sheets, peu importe, du gratuit. On y entre et on clique sur utiliser le flux, ok? On clique sur utiliser et importer le modèle vers localhost. Ainsi, on utilise les modèles en local sur notre serveur sans dépendre de N8N. Bien, je vais vous montrer un chatbot Telegram conçu par Eduard, le créateur ici présent. On y accède en le cherchant dans les modèles. Dans N8N, on va dans la section des modèles, ici. On cherche Telegram AI Chatbot et on le trouve. Voilà le travail réalisé par ce créateur. Ce chatbot a un déclencheur de base. Bien sûr, tout est entièrement modifiable. Si un réglage ne convient pas, on peut le changer. Je vais vous expliquer son fonctionnement pour que vous puissiez faire des ajustements si besoin. Le déclencheur est simplement un message Telegram. Quand un message Telegram est envoyé, ici, on doit connecter l'identifiant. Quand un message est envoyé dans un chat, le bot réagit. On commence par ce pré-traitement avec la notation. Ça prépare le message pour l'envoyer aux paramètres. Ici, on voit le réglage de la température du modèle. On l'a réglé à 0,8. La température rend le modèle plus ou moins créatif. On définit la longueur du message à 500 caractères. On envoie cette commande ici. On lui dit que c'est un chatbot amical. On pourrait changer amical par professionnel. Le nom d'utilisateur est cette variable en JSON. Elle vient du message Telegram du déclencheur. On lui dit « Et ton système linguistique est… » On met le système qu'on a déjà configuré. On lui dit de détecter d'abord la langue du texte. Ensuite, il répond dans la même langue. Ajoutez des emojis variés à votre réponse. Sans emoji, on pourrait supprimer cette dernière ligne. Bien, on a ici l'action envoi de frappe. Ça ne veut pas dire qu'il enverra ce message. Ça simule que le bot est en train d'écrire. Au lieu d'une réponse automatique immédiate, on verra que le bot charge sa réponse. Pendant le chargement, il commencera à, comme sur WhatsApp, est en train d'écrire. Ma mère, par exemple, écrit souvent ça. C'est ce que l'utilisateur verra grâce à ça. Ces deux actions sont groupées en entrées. Une fois les deux options réalisées,
on fusionne les deux entrées ensemble. Ici, comme vous voyez, il vérifie la commande. Si l'opération ne commence pas par un slash, c'est qu'on n'exécute pas une commande. La sortie sera 0. Si ça commence par start, la sortie sera 1. Image donnera une sortie de 3 et pour une dernière, ce serait 3. Pour un nouveau slash, donc en gros, c'est la coordonnée 0. Sortie 0 quand il n'y a pas de slash. Ça arrive quand la commande n'est pas fournie. Vous voyez la sortie 0 vers ChatGPT, c'est ChatGPT, mais on aurait pu mettre autre chose. Ici, on aurait tout le message et tout ça. Là, le chatbot se contenterait de commenter. Start est essentiellement un message d'accueil et Create Image serait une requête d'image. Genre, génère-moi une image de ça. Tout ça dans un chat Telegram. Ce text reply servirait à envoyer le message. Et send image servirait à envoyer l'image. Vous pouvez configurer ça comme vous voulez. Tout est déjà créé. Vous pouvez ajouter plus de sorties si vous voulez. Descendez, cliquez sur ajouter une règle de routage et ajouter une autre sortie. Il y a aussi une section pour les erreurs ici. C'est personnalisable pour faire ce que vous voulez. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un OPR, ou plutôt comment extraire le texte d'un PDF. Ce workflow, créé par Amoudan, s'appelle Extract Text from a PDF pour N8N. Cherchez-le dans les modèles, allez-y et trouvez ce nom. Il se charge, bien sûr. Le voilà, vous le trouvez ici et il apparaîtra. Ça date d'il y a 4 ans, donc c'est assez ancien. Comment ça marche? Eh bien, il se déclenche simplement quand on l'exécute. On peut le modifier, mettre un autre déclencheur si on veut. Mais en gros, quand le script s'exécute, c'est-à-dire quand on lance le test du workflow, il va lire un fichier binaire. Le PDF, on doit juste indiquer le chemin et donc on doit l'utiliser en local. Pour ça, ouvrez CMD, tapez N8N si vous ne l'avez pas. Cherchez N8N localhost, c'est gratuit. Et allez sur N8N hosting documentation ou guide. Allez sur NPM, faites ceci, mettez ça, puis N8N. Et c'est bon. Une fois sur localhost, allez ici indiquer où est votre fichier PDF. Dans ce cas, il est ici nommé pdf.pdf. Si j'y accède, c'est bien pdf.pdf. Ainsi, il va lire ce fichier de manière binaire. Je lance le test du workflow. Il l'exécute et lit le PDF. Je peux télécharger, sauvegarder et extraire le PDF en format texte. Il y a des textes, ou plutôt des PDF, convertis en images, comme le scan d'un livre, d'une image, de ceci, cela, ce qui empêche de lire ou copier le contenu. Si on voulait maintenant prendre ce fichier et le traduire, on clique sur plus, on met OpenAI ou Translate, voyons Google Translate par exemple, on peut le traduire si on veut, on choisit la langue principale, ou on utilise OpenAI comme on veut. Comment insérer et lire des infos Google Sheets avec N8N? C'est vraiment utile en fait. J'ai utilisé ça pour Make et j'aurais sûrement utilisé N8N si je l'avais connu à l'époque. En gros, ce qu'on peut faire, c'est, bon, on a ce workflow, d'accord? Ça va juste servir d'exemple, ok? C'est d'Amoudan, c'est gratuit. Cherchez Insert and Read Data from Google Sheets dans les modèles. Et en gros, ce qu'il fait, c'est il utilise un déclencheur qui s'active quand on clique, quand on lance le test du workflow manuellement. On commence donc par un set où ce set définit des valeurs. Il met id avec la valeur 0. Pareil, il crée une variable name et lui donne la valeur N8N. Et en gros, ce qu'il fait dans Google Sheets, c'est on devrait mettre les identifiants, mais c'est assez intuitif, non? Ici, on met l'id de la feuille de calcul, d'accord? L'id serait en gros si on a ce lien de feuille de calcul, l'id commence à partir du 1, ok? Ça, c'est l'id. Je pense que ça va jusqu'au A, d'accord? Je crois que ça va jusqu'ici. Jusqu'au slash, ça, ce serait l'id. Donc là, on mettrait l'id de notre feuille de calcul. Comme vous voyez, on a l'opération, d'accord? Ici, on a choisi la ressource feuille ou tableur, ok? Et là, on a l'opération. Si on veut ajouter du contenu à notre feuille, si on veut la nettoyer, si on veut créer une nouvelle feuille, si on veut créer et mettre à jour la feuille, si on veut supprimer des colonnes ou lignes, non. Donc ici, on indique dans quelle ligne on est, en gros. On a dit qu'on est à 0, au début de tout. Vous savez, vertical, c'est 0 à 1000. Horizontal, A à Z. Non? Bien sûr, il y a plus, hein? Pour la portée horizontale, on a dit de A à B. Là, on ajouterait les infos qu'on a mises ici, ok? Ensuite, on a la lecture, d'accord? C'est pour extraire les infos en mode lecture. On peut descendre, ok? En lecture, on peut mettre à jour, supprimer,
voir les synchros. Encore une fois, lead, ok? Encore la plage. Ici, on dit de quelle ligne on extrait les données. C'est très simple, ok? Ça fait rien là, mais ça peut servir pour les infos d'OpenAI. Ça peut même servir pour une base de données. Les chats OpenAI ont peu de stockage, vous savez. On peut utiliser Sheets pour stocker les réponses, par exemple. Bref, c'est très utile et voilà comment l'utiliser. Comment créer un chatbot WhatsApp? En gros, ce chatbot WhatsApp va recevoir le message et, selon son contenu, passer par une de ces 4 phases. Il a 4 fonctions, on peut en ajouter d'autres. C'est juste un aperçu de ce qu'on peut faire avec N8N. C'est un modèle appelé répondre aux messages WhatsApp avec l'IA comme un pro. C'est de Jim Luck. Vous pouvez le trouver dans la section des modèles. Cherchez ce template, publié gratuitement pour le public et la communauté. Je vais maintenant essayer d'expliquer un peu comment ça marche. D'abord, on a un déclencheur WhatsApp où on assigne des identifiants, nos identifiants WhatsApp, et en gros, ce qui va se passer ici, c'est que chaque fois qu'on envoie un message au chat du bot, le bot va reconnecter ce message et le diviser en plusieurs messages pour charger le message selon ce qu'on lui demande. Il y a 4 options, comme vous voyez, 4 sorties dans ces types de messages redirigés où l'une obtient l'URL d'un audio, l'autre l'URL d'une vidéo, l'URL d'une image. En gros, on a un chatbot qui, si on lui envoie un audio, une vidéo ou une image, va télécharger cet audio, cette vidéo ou cette image et le passer par le logiciel ou le LLM approprié, ici Gemini. Il explique qu'on peut utiliser d'autres logiciels si on ne veut pas utiliser Gemini. Ensuite, on définit le format de réponse, configurant la sortie que l'utilisateur recevra comme message final. On va le repasser par un agent IA qui fonctionnera avec une mémoire de seulement 5 messages. Il va utiliser Wikipédia comme outil pour nous donner une meilleure réponse et il utilisera le chat Google Gemini. Enfin, il répondra à l'utilisateur. Je vous ai plus ou moins compris. Cet outil, comme vous voyez, a des sorties nommées messages audio, vidéo, images et texte. Je n'ai pas mentionné la partie texte, mais elle est là. Ici, c'est un séparateur de variables qui détecte s'il y a un audio à envoyer. S'il y a un audio dans le message envoyé sur WhatsApp, s'il y a un audio, il renomme la sortie et l'envoie comme message audio. Il détecte si c'est une vidéo, une image ou du texte pour la sortie appropriée. Après différents processus, chacun fait sa propre configuration ici. Évidemment, je comprends que la plupart ne cherchent pas ça. Vous pouvez probablement supprimer ça sans problème. Et à partir de là, créer un nouveau message de redirection. Créer un nouveau message, reconfigurer ce qu'on a ici, et chacun configure son bot comme il veut avec ce modèle. Avoir un bot pour chaque occasion est peut-être un peu excessif. Pour les ventes ou les questions, on peut connecter une base de données. J'ai une vidéo qui explique comment créer une base de données. On pourrait avoir la base de données dans un document Google. On accède aux infos du Google Doc pour répondre aux questions. Comment créer du contenu WordPress automatiquement avec DeepSeek? Notre collègue New Italia a publié Automate Content Generator for WordPress avec DeepSeek R1 il y a 23 jours. Dans Templates, vous pouvez le chercher et le trouver. Il a partagé ce modèle que je vais vous expliquer pour que vous puissiez le modifier à votre guise et l'utiliser pour créer vos propres automatisations WordPress ou peut-être utiliser ce même modèle. Non, il explique d'emblée que ce workflow est conçu pour générer automatiquement du contenu optimisé pour le SEO, adapté au référencement de notre site en utilisant DeepSeek R1 en donnant des idées pour structurer l'article. Vous voyez, titre, questions, informations, etc. L'image sera aussi générée via OpenAI ou DALL-E 3 et ce flux s'exécute manuellement, ok? Ici, on a le déclencheur, exécuté manuellement pour l'instant, sauf si on le modifie, non? Bon, il nous indique une étape préliminaire. Créer une feuille Google, ok? Avec les colonnes suivantes. Date, d'accord? Les colonnes sont verticales. Date, prompt, titre et ID du poste. Je crois qu'elles sont verticales. Je vous confirme. Oui, 100% les colonnes sont verticales. Ok? Et en gros, que fait ce prompt? Eh bien, il dit de connecter votre Google Sheet, non? On mettrait les identifiants de notre Google Sheet et on la connecterait. Ok? Pour ça, vous voyez, vous avez sélectionné la feuille dans le document. Ok? C'est-à-dire un document avec une table des matières. Et comment va-t-il identifier le document?
On peut le faire par ID, comme il l'a configuré, ou par URL, ce qui serait logique, ok? Tu insères l'URL du document et de la feuille, et c'est bon, d'accord? Ici, ça te met Set Your Prompt, ok? Où on envoie manuellement les infos obtenues de la cellule ici, ok? Puis avec ces infos, on génère un article avec DeepSeek, compris? On peut utiliser d'autres modèles que DeepSeek, bien sûr. En gros, ça fait quoi? Vous vous rappelez la variable créée avant? Avec Set Your Prompt, on a créé une variable qu'on a mise ici, ok? Ça dit, tu es un expert SEO, écris un article sur ce sujet, ok? Là, ça met le sujet et toutes les instructions, non? Pour que l'article généré soit déjà un peu raffiné. Enfin, on génère le titre, crucial pour WordPress, tu sais. Ensuite, on crée le post. Dans le post, on doit aussi lier WordPress, mais dans le post, on voit qu'il met le résultat de DeepSeek dans le titre et le résultat de l'article comme champ supplémentaire. OK? Puis, il génère l'image et la publie sur WordPress via des API, d'accord? En utilisant l'API WordPress, compris? Pas grand chose d'autre ici, il stocke l'image et tout ça. Il lui donne aussi une valeur cruciale, un nom pour l'image. Je vois qu'il n'ajoute pas de description, ce qui pourrait être utile. Enfin, il définit l'image pour le post qu'on vient de créer, non? Puis, il met à jour la feuille de calcul. C'est comme ça que ça marche. Okay? C'est simple. Vous pouvez l'automatiser ou l'utiliser comme bon vous semble. Comment synchroniser Perplexity AI avec N8N? Pour ceux qui ne connaissent pas, Perplexity AI est un outil de réponse, ok? Questions-réponses, comme GPT, DeepSeek ou autres, c'est un outil qui devient très tendance. Notre collègue Emmanuel Bernard a créé un workflow gratuit, d'accord? On peut le trouver dans la section des modèles, par ici. Il nous montre une démo du fonctionnement de Perplexity AI. Pour configurer, il faut aller sur l'API Perplexity, la récupérer et la mettre dans le nœud de requête. C'est l'essentiel pour l'utiliser. Alors, comment fonctionne cet outil? Bon, en gros, le déclencheur est Test Workflow. Quand on lance le script, on configure les paramètres. OK? Les paramètres, eh bien, le nom principal est System Prompt, d'accord? Il est envoyé en format texte, comme on peut le voir. Ce qu'on fait, c'est lui dire « Tu es fan de N8N ». C'est bête, juste un exemple, ok? C'est ce qu'on lui dirait. Ensuite, on a le User Prompt, notre requête où on demande les différences entre N8N et Make. Enfin, une dernière variable créée ici, qui serait domain, que je viens de créer par accident, ce serait domain, qui seraient les domaines à utiliser pour la recherche. N8N.io ou make.com pour savoir où chercher l'info, non? Alors, ici dans Perplexity, on va insérer le message, ok? On met le rôle système. Vous vous rappelez qu'on l'avait configuré dans les paramètres? Le system prompt était un fan de N8N, le voilà, ok? Le voici. Role system contents et là on a le system prompt, ok? En format JSON. Ensuite, l'utilisateur, notre prompt sur la différence entre make et N8N. Et enfin, on a les domaines pour cette dernière partie, ok? Les pages. Par curiosité, comment peut-on configurer Perplexity? Au-delà de définir son rôle et notre question, on a aussi réglé la température. La température, c'est sa créativité pour répondre aux questions, ok? Ici, on a mis une température basse, comme vous voyez. Car on veut pas qu'il soit trop créatif, mais qu'il tire l'info des domaines donnés et réponde au mieux à notre question, non? Ensuite, il y a différentes configurations, d'accord? Mais bon, la plus importante est celle que je viens de montrer, ok? Et voilà, on reçoit l'input, d'accord? Une fois l'input reçu, ça sort en output qu'on aurait ici, ok? Dans ce message où il rédigerait le texte de sortie. D'accord? Comme vous voyez, l'output est dans ce contenu et les citations. OK? C'est-à-dire, les sources d'infos sont gardées dans cet autre fichier. Non? Voilà un peu ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire bien plus. D'accord? C'est juste un exemple d'utilisation de Perplexity, de sa config, mais au lieu d'un prompt, vous pouvez envoyer une cellule Google Sheet et ainsi envoyer plusieurs cellules. OK? En boucle ou autre, sachez que c'est possible. Ou stocker l'info dans un doc Google, Drive, PDF, etc. C'est faisable. Alors voilà, bonne chance et faites-en bon usage. Comment avoir son propre agent Google Agenda? En fait, notre collègue Dataki chez N8N a créé un assistant Google pour Google Agenda, classique, non? Pour l'obtenir, on va dans les modèles, d'accord? On ouvre la fenêtre en bas à gauche et là, on cherche Google Calendar Assistant. On le cherche et voilà, on en trouve deux. J'ai pris celui de Dataki. L'autre doit marcher aussi avec intégration mail en plus. Alors,
Comment fonctionne cet agent spécial pour agenda? En gros, il a un déclencheur qui reçoit un message. Le message, c'est nous qui parlons à l'IA. Genre, créer un événement N8N Workflow Review mardi prochain. Et cet agent d'IA, quand il reçoit le message, va prendre en compte la date du jour, d'accord? Souvent, les agents IA de Calendar pensent être en 2023 ou autre, selon le modèle, car certains ne se mettent pas à jour, compris? Ils utilisent la base de données de 2023 et ignorent qu'on est en 2025. Donc, on leur donne cette info et on y met le prompt, non? On lui dit: tu es un assistant Google Calendar. Ton but principal est d'aider l'utilisateur à gérer son agenda avec deux outils, créer et analyser les événements. Plutôt qu'effacer, on parle d'analyser les événements. OK? Base toujours tes réponses sur la date actuelle, c'est ce que je vous ai dit. D'accord? Les données. Et il dit directive générale, OK? Ce seraient les règles principales. Si l'utilisateur ou le message est vague, comme un simple bonjour, ne répondez pas. Expliquez directement vos capacités. Je suis Calendar, je peux gérer tout événement que vous me demandez. Si l'utilisateur veut créer un événement, on lui demandera la date et d'autres infos. Et ça, pour chaque réponse, non? Donc, ça serait un peu le prompt, d'accord? Comme ça, vous pouvez le voir. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus clair. Vous voyez là? Demandez les dates de début et de fin à l'utilisateur. Là, il extrait la date de l'utilisateur, OK? Et d'autres infos qu'il faut obtenir. C'est comme ça qu'on crée l'événement. Ensuite, ces infos passent par le modèle ChatGPT, OK? On peut utiliser d'autres LLM que ChatGPT sans problème. Il utilise aussi une mémoire à long terme. Actuellement, à court terme, c'est limité à 5 messages. La mémoire n'est pas vraiment cruciale ici. C'est indiqué ici, non? La mémoire est temporaire. Pour stocker des conversations, on a déjà une solution. On sauvegarde les infos sur Drive, dans des docs, etc. Il y a deux réglages, un par outil. L'un extrait les infos de Google Calendar pour une date précise. Par exemple, il vérifie si j'ai une réunion tel jour et me le dit. L'autre section sert à créer l'événement. On pourrait y aller, mais c'est comme d'habitude. Il utilise les variables qu'on a déjà configurées. Il donne une brève description. Bon, ça va? Voilà comment on crée cet agent, très basique. Pour aller plus loin, il faut intégrer les choses. Bienvenue à ce modèle qui est en fait un agent d'intelligence artificielle qui va créer un mail résumant nos sessions Zoom, publier des tâches sur ClickUp et en plus va suivre l'appel en direct. Ici, on nous explique un peu ce qu'il fait. Allons-y. Une fois dedans, on voit que le workflow démarre en cliquant sur Tester le workflow. Ici, il va aller sur Zoom, obtenir la date de la dernière réunion. C'est un petit filtre qui va prendre les dernières 24 heures et va convertir les infos extraites de Zoom en transcription. Voilà, il y a l'API Zoom et via OAuth 2, il fera les transcriptions. Ici, s'il n'y a pas d'enregistrement, on aura une erreur. Sinon, on continue avec sa filtre de transcription et en gros, ce qu'il fait ici, c'est extraire la transcription vidéo et finalement ce qu'il fait, c'est obtenir le texte de la transcription. Alors ici, il le fait dans Zoom, il obtient la transcription, extrait le texte d'un fichier de transcription car ces fichiers, je ne sais pas comment Zoom les fait, mais parfois ils sont en CSV sur YouTube, c'est-à-dire avec le minutage exact de chaque sujet, mais peut-être que vous voulez juste le texte sans les minutes où chaque chose a été dite et ce genre de détails. Il change le format de la transcription, obtient les infos sur les participants pour avoir un peu plus de contexte sur ce qui se passe et ici, il va générer un résumé. En gros, ça crée un compte-rendu formel à partir de la transcription et des détails de la réunion. Là, il exécute quelques variables, met la transcription, puis demande de créer le compte-rendu dans ce format. Réunion, date, participants et un bref résumé des sujets abordés. C'est ce que demande HGVT, mais ça pourrait être n'importe quel autre modèle, bien sûr. Le défi ici est de remplacer Zoom, mais on pourrait probablement y arriver aussi. Ensuite, une fois fait, il rédige le message, le met en forme HTML et l'envoie par mail. D'après ce que je vois, il l'envoie aussi via un autre agent d'IA. Il le passe par ce modèle, ou plutôt, il fait passer ça par ce modèle pour créer
créer des tâches, comme on disait pour ClickUp. Ici, vous voyez, il met le nom de la tâche, sa description, tâche et tout ça. Et enfin, ici, c'est configuré pour jeter un coup d'œil au calendrier Outlook. Si un nouvel appel a été programmé, il sera ajouté. C'est vraiment bien fait. C'est-à-dire, si vous avez prévu un nouvel appel, il l'ajoutera au calendrier et tout ça. Assurez-vous que ça fonctionne correctement. Ici, on a un sous-workflow qui est en gros créer une tâche dans ClickUp. C'est basiquement ça ici. Le Create Task qui est un déclencheur, là il est désactivé. Pour l'activer, cliquez dessus et il sera activé. Voilà comment fonctionne cet agent. Ici, vous avez plus d'explications sur comment le configurer. Vous l'avez aussi dans ce résumé que Friedman Switch nous a donné. C'est tout.